Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rugby Magazine. On va vous entraîner aujourd'hui dans l'univers de la préparation mentale, le fameux mental qui a tant manqué à l'équipe de France pour terminer son match face à l'Afrique du Sud, relançant tout à coup le débat autour des coachs mentaux. Pourquoi sont-ils si décriés toujours en France? Ce sera notre dossier, mais d'abord le sommaire. Le jeune troisième ligne vient de re-signer pour 2 ans avec Castres. De retour de blessure, Anthony Gelon nourrit de grandes ambitions. Nouvelle rubrique, une fois par mois, le chef Pierre Roger défie un rugbyman sur une recette. C'est Yannick Nyanga qui ouvre la cuisine de Rugby Mag. Mais d'abord notre dossier autour du mental, coach mental, un métier de l'ombre, mal reconnu en France et pourtant le rugby en a de plus en plus besoin. Nous allons profiter de ce moment d'apaisement pour revenir mentalement sur la séquence d'entraînement. On se resitue dans cette organisation, dans le but de gagner le duel, dans le but de traverser l'adversaire. C'est une séance d'entraînement ordinaire pour les jeunes du centre de formation du Castres Olympique. Le thème du jour, le plaquage. Celui qui observe de loin, c'est Christian Ramos. 16 ans qu'il intervient dans l'ombre. Il faut dire que son métier est un peu particulier. Il est coach mental. Alors l'idée, c'est d'abord de renforcer les apprentissages. L'apprentissage va être acquis quand l'individu va avoir cette représentation mentale du geste à accomplir. Tout cela, on va le reprendre dans une séance d'imagerie que le joueur doit répéter pour justement que ce geste devienne totalement automatique en situation de stress. Une fois par mois, Christian Ramos intervient auprès des jeunes. Une idée de Christophe Furios pour aider le staff à identifier les leaders. Ça fait partie pour moi du plus de l'entraîneur. Aujourd'hui, faire des touches, des mêlées, un lancement, une défense, franchement, n'importe quel couillon peut le faire. Franchement. Mais être capable de planter un projet, de le développer, de faire participer les gens, de créer cette unité, c'est plus difficile déjà aussi. Et ça, c'est tout ce qui est lié à l'homme, quoi, et au fonctionnement de l'homme. Et aujourd'hui, je suis passionné de ça. Dans ces moments de stress, dans ces moments où on ne veut surtout pas encaisser un essai, on perd le fil de la démarche et il faut un déclencheur qui va nous le remettre en place. Et ce déclencheur, c'est l'imagerie mentale. En jargon médical, on appelle ça la kinesthésie. La pratique, développée depuis longtemps dans les sports américains, a toujours fait peur en France. À Castres, les jeunes ont pris l'habitude de ces séances de répétition mentale. Au début, on est un peu, on ne savait pas trop comment ça fonctionnait, quoi. Mais effectivement, c'est vrai que ça marche étonnamment bien, quoi. Ça permet vraiment de faire une synthèse un peu de tout ce qu'on apprend en se voyant nous-mêmes dans une action positive, quoi. Geoffrey Palis travaille avec Christian Ramos depuis 10 ans. Après 8 mois de galère et une deuxième opération des croisés, il a perdu ses repères. Il a besoin de s'enlever quelques appréhensions. Alors avant de reprendre vraiment le contact, il commence par cette séance d'imagerie mentale. Quand je me vois faire une action, des fois, comme je voyais avec Christian, des fois il y avait une mauvaise image, je me voyais faire un crochet, je me voyais mal le faire. Et voilà, ce qui est bien dans l'imagerie, c'est qu'on peut retourner en arrière pour repartir sur un truc plus positif et ensuite essayer de s'ancrer cette image-là pour une fois sur le terrain, que ce soit presque normal, quoi. La kinesthésie, tous n'y adhèrent pas. À Castres, la force du mental a fait ses preuves. Le métier de Christian Ramos, lui, s'est démocratisé. La plupart des clubs du top 14 ont intégré un préparateur mental à leur staff. Lui, il connaît bien Christian Ramos, il le côtoie au quotidien. C'est Anthony Gelon, le jeune troisième ligne du Castres Olympique qui va faire son retour sur les terrains après une grave blessure à l'épaule. Il est l'invité de Rugby Magazine. C'est une blessure que je traîne depuis 1 an. J'arrive pas à enchaîner les matchs depuis 1 an, donc au bout d'un moment, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose parce que ça devient barbant, quoi. Et du coup, cette opération-là, je pense que ça va me faire le plus grand bien. J'ai re-signé 2 ans, mais ce qui a fait pencher la balance, c'est qu'ici, je me sens bien, je trouve la ville, je me sens bien, et je suis encore jeune, et
Et là, il y a un groupe, tout le monde a re-signé et c'est un groupe où tout le monde se sent bien dedans, qui marche bien ensemble. Donc j'ai dit pourquoi pas poursuivre l'aventure. Même si Christophe s'en va, je pense qu'il ne va pas changer, quoi. Après, c'est peut-être les systèmes de jeu qui vont changer, c'est tout ça, mais le groupe ne change pas, l'état d'esprit il ne va pas changer et les hommes, ça restera toujours les mêmes. Mais moi, c'est un peu particulier parce que je n'avais pas joué depuis 2 mois avant cette demi et cette finale. Et de revenir pour des matchs aussi importants et des matchs avec autant d'enjeux et aussi exceptionnels à jouer, même peut-être que je les jouerai peut-être qu'une fois dans ma vie. Donc je trouve que c'est extraordinaire, quoi. J'en tremble encore même. Quand j'y repense, c'est des moments magiques et inoubliables. Et je pense que j'ai pas près de les oublier. Non. Le public au Stade de France, cette tribune toute remplie de Castres, tout ce monde qu'il y avait derrière nous et surtout aussi le retour à Castres devant notre vie, là, c'était vraiment exceptionnel. Mais mon père, il voulait que je fasse du rugby, c'est une famille de rugbymen et ouais, j'avais une balançoire à l'époque et il m'a transformé la balançoire en poteau de rugby et ça m'a pris au jeu et j'ai voulu y aller et maintenant j'en suis content, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. On est ensemble, c'est l'histoire, ça fait 4 ans que ça dure avec Christophe et on veut pas qu'il parte sur un mauvais souvenir, quoi, enfin, un truc et donc du coup je pense qu'on donnera tout toute l'année pour arriver à figurer sur les 2 tableaux et aller rechercher le Brennus. Mon rêve, ça serait, pourquoi pas, déjà regagner ce Brennus parce que c'est vraiment exceptionnel. Pourquoi pas la Coupe d'Europe et faire une Coupe du Monde au Japon, ça serait un rêve aussi. Ouais. Nous sommes ici dans l'antre de Gérard Bertrand. Est-ce que vous vous souvenez de Gérard Bertrand, joueur de rugby à Narbonne, capitaine du Stade français? À 53 ans, il est à la tête d'un véritable empire viticole, une incroyable réussite qu'on vous raconte avec Benoît de Tuny. Tout a commencé ici, dans ces vignes nichées au cœur du massif de la Clappe. Un terroir immense, à l'histoire chaotique, une terre rocailleuse, une terre qui a forgé Gérard Bertrand, lui l'enfant des Corbières, devenu empereur des vins du Sud. On doit ressentir le caractère du terroir, la typicité des cépages. En ce jeudi de novembre, les 15 régisseurs des domaines Gérard Bertrand sont en formation. Une formation où l'on dessine des racines. Ça n'a l'air de rien, mais ce jour-là, c'est l'aboutissement de 15 ans de combat. 15 ans pour convertir 830 hectares de 15 domaines en biodynamie. On est un référent mondial pour cette pratique culturelle qui nous apporte à la fois plus de fraîcheur, plus de minéralité pour les vins, donc plus de potentiel de garde. Je pense que c'est la viticulture de demain. C'est son père, vigneron, qui lui a donné le goût de la terre, du combat aussi. Un père qui décède brutalement dans un accident de voiture. Nous sommes dans les années 90, les vins du Languedoc sont en perdition. Gérard Bertrand mène de front rugby et viticulture. Et celui qui va changer le cours de sa vie, c'est son président du Stade français, un certain Max Guazzini. Max Guazzini m'a ouvert les yeux quand j'avais 30 ans, j'étais capitaine au Stade français, parce qu'il était en avance sur son temps au niveau de la communication, du marketing, et ça m'a permis de comprendre que dans mon métier, il fallait aussi se renouveler. Le rugby lui ouvre les portes des grandes enseignes. Prix, packaging attractif. En quelques années, les vins Gérard Bertrand envahissent les marchés. La marque, présente dans 150 pays, affiche un chiffre d'affaires de 137 millions d'euros. Mais la clé du succès n'est pas que commerciale. Ce qui me plaît, c'est de créer, parce que c'est le plus important. Parce qu'en fait, tu peux faire un bon vin, un très grand vin, un chef-d'œuvre ou une merde. Donc, en fonction de ton inspiration, de ton travail. Ce labo d'assemblage, c'est l'endroit préféré de Gérard Bertrand. Sentir la nouvelle récolte, composer ses nouveaux millésimes. Moi, je préfère la base de départ que ça. Faire des grands vins. Si Gérard Bertrand est le premier exportateur mondial de vins français, il souffre d'un manque de reconnaissance dans l'Hexagone. Son combat, c'est au domaine l'Hospitalet qu'il compte le gagner, en associant ses vins à la cuisine de son jeune chef. Vous ne pouvez pas savoir le privilège que c'est que de pouvoir mettre en scène ces vins dans ce cadre-là avec
un chef aussi talentueux que Laurent Chabert, qui est très créatif. Voilà, donc il va y avoir une dégustation du plat et essayer de voir quel est le meilleur accord. Décrocher une étoile avec son restaurant, un challenge de plus. Le rugby, Gérard Bertrand s'en est éloigné, inexorablement. Ce sport l'a construit, mais c'est dans ses vignes qu'il a trouvé la plénitude. Bien manger, bien boire, ça fait partie de l'art de vivre d'un rugbyman. Eh bien nous, ça nous a donné une petite idée avec la complicité du chef de Béziers, Pierre Roger. On va aller défier un rugbyman en cuisine. Enfin, c'est plutôt Pierre qui défie un rugbyman en cuisine. Le premier à s'y frotter, c'est Yannick Nyanga. Au menu, un petit carpaccio de Saint-Jacques. Yannick, salut! Aujourd'hui, ce qu'on va faire, une petite recette sympathique, rapide, fraîche. On est parti sur les Saint-Jacques. Ce qui est important, c'est qu'ici, tu vois, on a un nerf, tout le corail. Ouais. Le nerf, on va venir avec la cuillère et je vais laisser glisser doucement pour garder ma coquille intacte. Ça, on va s'en servir de contenant parce que bien sûr, aujourd'hui, on a pensé à tout sauf aux assiettes. Donc, on va manger directement dans les coquilles. Et ici, ce qu'on va faire, on va venir escaloper légèrement les Saint-Jacques. J'ai pris des choux de couleur, c'est que les choux-fleurs. Ça, tu vois, je tape à la machine. Putain, t'as pas peur de te couper là? C'est comme moi, si je te dis, t'as pas peur de rentrer sur un gros là, sur le terrain, c'est pareil. Là, je vais faire le bois avec ma femme là. Je dis souvent, il faut quand même bien assaisonner. Hein? Ça, nous, on a un restaurant, c'est pas un hôpital. Ouais, c'est ça. Donc, il faut vraiment penser, tu vois. Voilà ce qu'on va faire, on va dresser directement les Saint-Jacques dans les petites coquilles. Tu mets tout ce qu'il y a en deux. Ça reste, tu vois, bien au milieu, un petit peu de volume. Tu peux en rajouter un petit peu là-dessus. Tu vois déjà, hop, on cache la Saint-Jacques, mais la couleur en fait, des choux nous amène vraiment quelque chose de ludique et on a envie de le manger, quoi. Résultat, la Saint-Jacques carpaccio, salade de choux avec un citron, clémentine, fruits de la passion, poudre de persil, huile d'olive. On peut finir ou pas? Oui, bien sûr. Bon, merci Yannick, merci pour tout. À bientôt. À bientôt. Merci à toi, ciao. merci pour tout. Je vous souhaite un bon appétit. C'est déjà la fin de ce Rugby Magazine. On se retrouve bien sûr samedi prochain, même chaîne, même heure.